Il est des histoires qui, par leur simplicité apparente, révèlent les profondeurs de l'âme humaine. Celle que nous allons vous raconter aujourd'hui se déroule au cœur de Lagos, une métropole bouillonnante où l'extrême richesse côtoie les défis les plus ordinaires, et où une femme au passé silencieux allait changer le destin d'une famille à jamais. Au cœur de cette ville, dans le quartier ultra-privilégié de Banana Island, vivait un homme nommé Chef Obinna. Il n'était pas simplement riche, il était d'une opulence inouïe, surnommé le roi du ciment d'Afrique. Son visage s'affichait constamment dans les journaux, souriant aux côtés de présidents et de gouverneurs. Son nom seul était une clé qui ouvrait toutes les portes. Il résidait dans une immense demeure blanche, une de ces bâtisses au portail doré, au sol de marbre poli comme des miroirs, et dont la fontaine centrale semblait danser au gré du vent. Pourtant, malgré sa fortune et son pouvoir, Obinna faisait face à un problème colossal, un défi que nul argent ne pouvait résoudre, ses fils jumeaux. Tob et Toby, âgés de 6 ans, possédaient une énergie inépuisable, un torrent de vie qui emportait tout sur son passage. On les qualifiait de « petites pestes » avec un rire nerveux, mais la réalité était bien plus complexe. Les jumeaux d'Obinna n'étaient pas seulement joueurs ou curieux. Ils étaient indomptables. Sauvages, d'une manière qui poussait les adultes les plus aguerris à démissionner en plein milieu de la journée. Au cours de la dernière année, 12 nourrices s'étaient succédé. Chacune était partie avec la promesse solennelle de ne jamais remettre les pieds dans cette maison. Les garçons avaient versé du miel dans le sac à main de l'une, placé une grenouille vivante dans le repas d'une autre. Une fois, ils avaient enfermé une nounou dans la salle de bain des invités pendant 5 heures, tandis qu'ils regardaient des dessins animés en riant aux éclats. Une autre était partie en larmes, sa valise encore grande ouverte. Chaque retour de voyage d'affaires était pour Obinna une descente aux enfers. Il retrouvait sa maison en plein chaos. Le personnel démissionnait, des objets de valeur étaient brisés, les coussins éventrés. Sa femme, Shinlo, arpentait le salon dans son peignoir de soie, le maquillage à moitié fait, hurlant de toute la force de ses poumons. « Ce sont tes enfants, Obinna. Je te l'avais dit. Envoie-les en pension. »« Ils n'ont que 6 ans, Shinlo, » répondait Obinna, desserrant sa cravate avec une frustration palpable. « Ce ne sont que des garçons. »« Des garçons ? Des garçons !» s'écriait Shinlo. « Ceux-là sont de véritables démons. » Ce matin-là, la 13e nourrice venait de prendre la fuite. Elle avait franchi le portail pieds nus, les cheveux en bataille, le visage inondé de larmes. Shinlo se tenait au milieu du salon, tenant l'un de ses escarpins de créateur. « Ils ont mis du chewing-gum dans ma chaussure, Obinna, » dit-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Du chewing-gum, à l'intérieur. » Obinna soupira profondément, le visage dur et silencieux. Il balaya du regard le salon dévasté, des jouets partout, des traces de crayons sur les murs immaculés. Toby essayait d'insérer une chips de banane plantain dans le lecteur DVD, tandis que Tob riait et applaudissait comme s'il assistait à un concert. Shinlo saisit son téléphone. « J'appelle l'agence immédiatement. Il nous faut une autre nourrice, une professionnelle cette fois. Une qui a été formée à l'étranger, peut-être d'Afrique du Sud ou d'Europe. » Obinna leva la main. « Plus d'agence. Nous avons essayé les meilleurs que l'argent puisse acheter. Ça ne fonctionne pas. » « Alors que suggères-tu ? » Lança Chinelo. « Devrions-nous engager un pasteur pour les exorciser ? » Obinna ne répondit pas. Il sortit dans la cour où son chauffeur, Sunday, était en train de laver la voiture. Le soleil tapait fort, et l'air embaumait le savon et les palmiers. Sunday se redressa en voyant son patron approcher. « Bonjour, monsieur. » Obinna hocha la tête. « Sunday, j'ai une question. Connais-tu quelqu'un, n'importe qui, capable de gérer 2 jumeaux déchaînés ?» Sunday cligna des yeux. « Les gérer comment, monsieur ?» Obinna paraissait épuisé. Il se frotta le front. « J'ai besoin de quelqu'un qui ne pleurera pas, qui ne s'enfuira pas. Quelqu'un de ferme, de fort, de patient. » Sunday se gratta la tête. Puis un lent sourire éclaira son visage. « Oga, je connais une personne comme ça. » Obinna leva les yeux. « Vraiment ? Elle s'occupait des enfants de ma sœur à Aba. 4 garçons. Des durs. L'un d'eux a même mis le feu à un rideau une fois, mais cette femme les a tous domptés. Tous. » Obinna haussa un sourcil. « Et c'est une nourrice ?» Sunday hésita. « Pas vraiment, monsieur. Elle est plus comme une éducatrice, une gardienne. Et elle est forte, très forte. Grande, carrée. » Obinna fronça les sourcils. « Une culturiste ? » Non, monsieur, pas comme ça, gloussa Sunday. Mais on dirait qu'elle pourrait soulever une voiture si elle le voulait. Obinna croisa les bras.
Comment s'appelle-t-elle? Tante Ngozi. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Obina se mit à rire en secouant la tête. Alors, tu veux que j'engage une lutteuse pour élever mes garçons? Je suis sérieux, monsieur, dit Sunday. Parlez-lui, simplement. Qu'avez-vous à perdre? Obina se retourna vers la maison. Tob et Toby couraient maintenant nus dans le jardin, de la crème fouettée sur la tête. Le chef cuisinier les poursuivait en criant, un balai à la main. Obina soupira. Appelle-la. Maintenant. Le lendemain matin, la demeure était plus calme que d'habitude. Shinlo, un verre de jus d'orange à la main, observait par la fenêtre une Toyota Corolla noire entrer dans la propriété. Obina était assis sur le canapé, feuilletant le journal. Les garçons, encore endormis, étaient à l'étage avec le chef, épuisés par une nuit passée à regarder des dessins animés bien après minuit. Puis, une femme sortit de la voiture. Grande, les épaules larges, la peau sombre et lumineuse sous le soleil. Elle portait un polo bleu rentré dans un pantalon noir. Son visage était d'un calme olympien, mais son regard était perçant. Elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui ne se presse jamais. Obina se leva lentement. Ce doit être elle. Shinlo plissa les yeux. C'est ça, la nourrice? Tu es sûr qu'elle n'est pas venue réparer le groupe électrogène? Sunday courut à sa rencontre. Tante Ngozi, bienvenue. Elle hocha la tête, puis se tourna vers Obina et Shinlo. Bonjour, monsieur, madame. Je suis Ngozi. Obina lui tendit la main. Bienvenue. J'entends dire que vous êtes une faiseuse de miracles. Ngozi esquissa un faible sourire. Non, monsieur. Simplement, je n'ai pas peur des enfants. Shinlo croisa les bras. Avez-vous déjà travaillé pour des familles riches? J'ai travaillé avec des enfants, madame, répondit Ngozi avec douceur. Shinlo ne semblait pas convaincu. Nos jumeaux ne sont pas des enfants ordinaires. Ngozi promena son regard sur la propriété. Aucun enfant n'est ordinaire, madame. Ils ont juste besoin d'être compris. Obina intervint. Ne l'effrayons pas avant même qu'elle ait commencé. Les yeux de Ngozi balayaient déjà l'espace. Elle remarqua le porte-chaussures en désordre, la balançoire cassée, la vitre fissurée près de la porte. Elle ne scia pas. J'aimerais les rencontrer, dit-elle. Quand Tob et Toby descendirent pour le petit déjeuner, ils trouvèrent Ngozi, assise en silence dans la salle à manger. Elle ne leur adressa pas un grand sourire, ne parla pas trop. Elle se contenta de les observer de son regard calme. « Qui es-tu » demanda Toby, les bras croisés. « Je suis Ngozi, votre nouvelle nourrice. »« Tu t'enfuiras comme les autres, » dit Tob en ricanant. « On gagne toujours. » Ngozi pencha la tête. « Gagner ? Ceci n'est pas un jeu. » Toby sourit. « Si, maintenant ça l'est. » Sans prévenir, il lança une cuillère de céréales à travers la table. Elle atterrit sur l'épaule de Ngozi avant de tomber au sol. Ngozi ne bougea pas. Tob essaya alors de pousser un verre d'eau vers elle. D'un geste calme, Ngozi l'intercepta et le replaça au centre de la table. « On ne jette pas, dit-elle. » Les garçons se regardèrent. Toby se mit debout sur sa chaise et cria « Maman, la nouvelle nounou nous ennuie déjà. » Ngozi se leva et contourna lentement la table. Elle s'approcha de Tob et posa doucement sa main sur son épaule. « Laissez-moi vous dire quelque chose, » murmura-t-elle. « J'ai connu des garçons qui escaladaient des portails, des garçons qui volaient du piment pour le frotter dans les yeux des gens, des garçons qui n'écoutaient que lorsqu'on les écoutait d'abord. Vous deux? Vous n'êtes pas méchants. Vous êtes juste bruyants. » Toby cligna des yeux. « Ça veut dire quoi? » « Ça veut dire que je ne vais nulle part, » dit-elle en se redressant. « Alors, mettez-vous à l'aise. » Plus tard ce soir-là, Shinlo, assise dans sa chambre, retirait ses boucles d'oreilles. « Elle est trop calme, » dit-elle. « Je n'aime pas ça. » Obina gloussa. « Tu disais vouloir quelqu'un qui ne crierait pas. »« J'ai dit que je voulais une professionnelle, » rétorqua-t-elle. « Pas une sorte de videuse venue d'Abba. » Obina bâilla. « Voyons combien de temps elle tiendra. » En bas, Ngozi était assise dans la chambre des garçons. Les jumeaux s'étaient enfin endormis. Elle sortit une petite photo de sa poche et la regarda. Un petit garçon, peut-être 5 ans, souriant, ses dents blanches, ses yeux semblables aux siens. Ngozi caressa doucement l'image. « Cette fois, je ferai les choses bien, » murmura-t-elle. Elle rangea la photo, se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, les lumières de la demeure brillaient dans la nuit.
Mais au fond de son cœur, Ngozi savait que ce travail ne concernait pas seulement des jumeaux ou des caprices. Il s'agissait de guérison. Et elle ne s'enfuirait pas. Quoi qu'il arrive. Au lever du soleil, la demeure s'éveilla de nouveau. Les domestiques balayaient, le chef faisait teinter les casseroles, et le jardinier sifflotait en arrosant les fleurs près du portail. Une brise légère parcourait les grands palmiers qui bordaient l'allée. Les oiseaux chantaient doucement, comme pour avertir la maison qu'un nouveau genre de matin était arrivé. Au milieu de toute cette agitation silencieuse se tenait Ngozi, vêtue de son polo bleu propre et de son pantalon sombre. Elle avait soigneusement attaché ses cheveux en arrière et portait de simples chaussures noires. Elle ne transportait pas grand-chose, juste un petit sac brun qui semblait trop vieux pour quelqu'un sur le point de travailler dans un palais. Pourtant, elle donnait l'impression de posséder tout ce dont elle avait besoin à l'intérieur d'elle-même. Le cuisinier, un petit homme au ventre rebondi nommé Monsieur Félix, sortit la saluer. « Bonjour, madame », dit-il nerveusement. « Vous devez être la nouvelle nourrice. » Ngozi sourit poliment. « Bonjour, monsieur. Oui, c'est moi. » Monsieur Félix essuya son front en sueur. « J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Ces jumeaux ne sont pas des enfants ordinaires. Ils ont fait pleurer la dernière nounou et l'ont fait se cacher dans la buanderie. » Ngozi eut un rire léger. « Ne vous inquiétez pas, j'ai vu pire. » L'homme haussa les sourcils. « Vous dites ça maintenant. Voyons combien de temps vous tiendrez. » Elle ne répondit pas. Elle se tourna simplement vers le bâtiment principal, ses yeux calmes balayant tout, les carreaux de marbre brillants, l'immense lustre au-dessus de la porte d'entrée, les 2 statues de lion dorées près des marches. Elle entra lentement dans la maison. Ses pas résonnaient doucement sur le sol poli. À l'intérieur, la maison sentait le désodorisant à la vanille et le pain frais. Les murs étaient blancs et impeccables. Des peintures coûteuses étaient accrochées partout. C'était une demeure qui criait la richesse mais semblait froide, comme une beauté sans chaleur. De l'étage, des bruits de pas précipités se firent entendre. « Maman, où sont mes chaussettes ?» La voix de Tob résonna dans la cage d'escalier. « Je ne suis pas ta mère » cria Shinlo depuis sa chambre. « Demande à ton frère de t'aider. » Je l'ai fait. Il m'a dit de porter les siennes. Ngozi s'arrêta près de la table de la salle à manger. Elle pouvait déjà sentir la tension qui flottait dans l'air de cette maison. Ce n'était pas le genre de tension qui vient de la pauvreté ou de la faim. C'était celle qui naît de la distance entre les cœurs. Elle soupira doucement, puis commença à mettre la table du petit déjeuner sans qu'on le lui demande. Quelques minutes plus tard, Shinlo descendit, vêtue d'un peignoir de soie et de pantoufles étincelantes de petits diamants. Elle s'arrêta en voyant Ngozi, ses lèvres pincées en une fine ligne. « Alors, vous êtes toujours là ?» dit Shinlo. « Vous n'avez pas fui pendant la nuit. » Ngozi sourit doucement. « Non, madame. Je suis toujours là. » « Bien, » dit sèchement Shinlo, « parce que les garçons se réveillent comme une tempête. Ils essaieront de vous tester. Ne les encouragez pas. Je ne veux pas de chaos ce matin. J'attends des invités cet après-midi. » Ngozi hocha la tête. « Je comprends, madame. » Avant que Shinlo ne puisse ajouter quoi que ce soit, les jumeaux dévalèrent dans la pièce, les cheveux en désordre, à moitié habillés, pleins de malice. « Maman, Toby a renversé mon lait. » « Non, il l'a renversé lui-même. Tu es un menteur. C'est toi le menteur. Vous deux. Assez. » Cria Chinelo. Ngozi, occupez-vous d'eux. J'ai une réunion. Les jumeaux se tournèrent vers elle comme 2 petits guerriers faisant face à un nouvel ennemi. « Alors, c'est toi la nouvelle nounou ?» dit Tob en croisant les bras. « Tu partiras avant le déjeuner, » ajouta Toby avec un sourire narquois. Ngozi sourit calmement. « Nous verrons bien. » Les garçons échangèrent un regard, comme s'ils planifiaient déjà quelque chose. Shinlo prit ses clés de voiture et murmura « Que Dieu vous vienne en aide » avant de sortir. Dès que la porte se referma, les jumeaux se mirent au travail. Tob sauta sur la chaise et cria « Le petit déjeuner, c'est la guerre », tandis que Toby attrapait une cuillère et la frappait contre la table comme un batteur. Ngozi ne dit rien. Elle s'assit simplement en face d'eux et croisa les bras. Quand Toby tenta de lancer une tranche de pain, la voix de Ngozi trancha le bruit comme un couteau. « Ne fais pas ça. » Le mot était calme, mais porteur d'une autorité que les garçons n'avaient jamais entendue auparavant. Ils se figèrent une seconde. Toby cligna des yeux. « Quoi ? » « Asseyez-vous, » dit-elle tranquillement. « Mangez. » Quelque chose dans son ton les fit obéir. Pas la peur, mais le respect. Tob s'assit lentement. Toby suivit,
toujours en fronçant les sourcils. Ils commencèrent à manger en silence. Pendant quelques minutes, la maison fut paisible. Même Monsieur Félix jeta un coup d'œil surpris par la porte de la cuisine. Puis, alors que les choses semblaient calmes, Toby murmura à son frère, « Testons-la ». Avant que Ngozi ne puisse réagir, Toby versa du jus d'orange sur la table et poussa le verre vers elle. Le jus se répandit rapidement, dégoulinant sur le sol. Ngozi le regarda calmement, puis les garçons. « Nettoyez, dit-elle. » Les jumeaux la fixèrent. « Non, » dit Toby avec un sourire suffisant. « C'est ton travail. » Ngozi se leva lentement et se dirigea vers l'évier. Les garçons échangèrent des sourires fiers, mais au lieu de prendre une éponge, Ngozi prit 2 serviettes en papier et revint. Elle les plaça sur la table devant les garçons. « Alors vous ne mangerez pas tant que ce ne sera pas propre, » dit-elle. Le sourire de Tob s'effaça. « Tu n'as pas le droit. »« Si, » dit-elle tranquillement. « Et je viens de le faire. » Toby la dévisagea. Il n'y avait pas de colère, pas de cris, pas de peur, juste une force tranquille. Il prit la serviette et commença à essuyer lentement le jus. Quand ils eurent terminé, Ngozi dit « Bien. Maintenant, vous pouvez manger. » Les jumeaux la regardèrent différemment. Ils n'étaient pas habitués à ce que les gens calmes gagnent des batailles. Plus tard dans la matinée, alors que les garçons étaient dans leur salle de jeu, Ngozi fit le tour de la maison pour découvrir son nouvel environnement. Chaque pièce contenait quelque chose de beau et de coûteux. Des lampes en or, des miroirs brillants et des portes vitrées. Mais plus elle s'enfonçait, plus la maison devenait silencieuse. C'était comme si chaque recoin retenait son souffle. Elle trouva une photo sur le mur du couloir. Obina, Shinlo et les jumeaux souriant sur une plage. Mais elle remarqua autre chose. Les jumeaux ne souriaient pas vraiment. Ils faisaient semblant. Le son d'un klaxon la fit se retourner. À travers la fenêtre, elle vit le SUV noir d'Obina entrer dans la propriété. Quand il entra, il avait l'air fatigué mais impeccable, comme un homme qui portait le monde entier sur ses épaules. Son costume était parfaitement repassé. Sa montre scintillait. « Bonjour, monsieur. » Il hocha la tête. « Ngozi, c'est bien ça ? » ?»« Oui, monsieur. »« Comment se passe votre première journée ?» Elle sourit. « Paisible, monsieur. » Il haussa un sourcil. « Paisible ? Parlons-nous des mêmes jumeaux ?» Elle gloussa. « Ils ont juste besoin d'être occupés, monsieur. Les enfants avec trop de temps libre trouvent toujours des bêtises à faire. » Il hocha lentement la tête. « Vous semblez confiante. J'aime ça. » « Merci, monsieur. » Juste à ce moment-là, les jumeaux arrivèrent en courant. « Papa !» crièrent-ils ensemble, lui sautant dessus. Obina sourit et en prit un dans chaque bras. « Comment vont mes garçons ?»« Bien, papa. On a une nouvelle nounou. »« Elle est grande comme Hulk, » ajouta Toby. Obina éclata de rire. « Hulk, tu dis ?» Ngozi sourit de là où elle se tenait. « Je prends ça comme un compliment. » Obina lui fit un clin d'œil. « Alors vous aurez besoin de toute cette force pour ces deux-là. » Quand les garçons montèrent en courant, Obina se tourna vers elle. « J'espère que ma femme ne vous a pas déjà rendu les choses difficiles. » Ngozi secoua la tête. « Elle aime ses garçons, monsieur. Je comprends son inquiétude. » Obina parut impressionnée. « Vous êtes très calme. La plupart des gens dans cette maison perdent patience après 10 minutes. » Ngozi esquissa un faible sourire. « Je n'élève la voix que si c'est nécessaire. »« Bien, » dit-il, parce que dans cette maison, nous pourrions utiliser un peu de calme. À midi, Ngozi commença à établir de nouvelles règles. Les jumeaux devaient faire la sieste à 13h, déjeuner à 14h et jouer dehors à 16h. Cela semblait simple, mais pour les garçons, c'était comme une prison. Tob se plaignit le premier. « Pourquoi devons-nous faire la sieste ? Nous ne sommes pas des bébés. »« Même les soldats se reposent avant la bataille, » répondit Ngozi. Toby grogna. « Mais nous ne sommes pas des soldats. » Ngozi le regarda. « Pas encore. » Ils clignèrent des yeux, ne sachant que répondre. À 13h05, ils dormaient. Quand Shinlo rentra plus tard et trouva les jumeaux dormant tranquillement, elle sursauta. « Qu'est-ce que vous leur avez fait ?» Ngozi sourit. « Rien, madame. Juste une routine. » Shinlo s'approcha pour regarder ses fils, dormant paisiblement sous leur couverture bleue. Cela semblait presque irréel. « Vous voulez dire qu'ils se sont endormis tout seuls ?»« Oui, madame. » Shinlo croisa les bras. C'est peut-être de la chance. Attendons de voir demain.
Ngozi ne dit rien. Elle se contenta de hocher la tête. Ce soir-là, Obina appela tout le monde à dîner. La table était longue, remplie de riz jollof, de poulet grillé et de salade. Ngozi se tenait dans un coin, prête à servir les garçons si nécessaire. Shinlo était parfaite comme d'habitude, ses cheveux brillants, ses ongles vernis. Obina portait une simple chemise, souriant en parlant d'affaires. Pour une fois, les jumeaux étaient assis et mangeaient tranquillement. « Toby, » dit Obina. « As-tu dit merci à ta nounou ?» Toby leva les yeux timidement. « Merci, tante Ngozi. » Ngozi sourit chaleureusement. « De rien. » Shinlo leva les yeux au ciel, mais ne dit rien. Puis Tob, curieux, regarda le poignet de Ngozi. « Tante, c'est quoi ce tatouage ?» La table devint silencieuse. Les yeux de Ngozi se posèrent sur son poignet, où une petite marque noire dépassait de sa manche. « C'est un souvenir, » dit-elle doucement. « Quel genre de souvenir ?» demanda Toby. Ngozi sourit faiblement. « Le souvenir d'un soldat, d'une époque où je devais protéger les gens. » Obina la regarda attentivement. « Vous étiez dans l'armée ?»« Oui, monsieur, » dit-elle. « Il y a longtemps. » Shinlo la fixa, choqué. « Un soldat, et vous ne nous l'avez pas dit ?»« Je ne pensais pas que c'était important, » répondit calmement Ngozi. « Je suis ici pour m'occuper de vos enfants, pas pour parler de mon passé. » Les garçons la regardaient, les yeux écarquillés. « Waouh, alors tu as combattu des méchants ?» demanda Toby. Ngozi rit doucement. « Quelque chose comme ça. » Obina se pencha en arrière, l'étudiant toujours. « Intéressant. Pas étonnant que vous n'ayez peur de rien. » « J'ai appris que la peur ne résout pas grand-chose, » dit-elle. Shinlo ne parla plus du reste du dîner. Après le repas, quand tout le monde fut monté, Obina s'assit seule dans le salon avec Sunday, son chauffeur. « Sunday, » dit-il tranquillement. « Qui est exactement cette Ngozi? Où l'avez-vous trouvée ?» Sunday hésita. « Monsieur, c'est une bonne femme. Tout le monde à Aba la connaît. Elle était dans l'armée, mais elle est partie après un événement tragique. » Obina fronça les sourcils. « Que s'est-il passé ?»« Son fils est mort, monsieur. L'explosion d'une bombe à Kaduna. Après ça, elle est rentrée chez elle et a commencé à aider les enfants qui avaient aussi perdu leurs parents. » Obina resta silencieux un moment, les yeux fixés sur le vide. « Elle a traversé la douleur, » dit-il finalement. « Oui, monsieur, » répondit Sunday. « Mais elle ne le montre pas. Elle est forte. » Obina hocha lentement la tête. Cela explique beaucoup de choses. À l'étage, les jumeaux étaient au lit. Ngozi était assise sur le bord du lit, leur lisant une histoire tirée d'un livre d'images. Sa voix était douce, son accent chaud et lent. Et le lion protégeait les petits animaux, non pas parce qu'il voulait être roi, mais parce qu'il savait que la force ne signifie rien si on ne l'utilise pas pour aider les autres. Les yeux de Tob se fermèrent à moitié. « Tante, tu es comme le lion ?» Ngozi eut un sourire triste. « Peut-être, autrefois. Mais maintenant, je suis juste quelqu'un qui apprend au lion comment rugir. » Toby bâilla. « On t'aime bien, tante Ngozi. » Elle leur caressa doucement les cheveux. « Dormez, mes garçons. Demain sera meilleur. » Alors que leur respiration ralentissait, elle se leva doucement et se dirigea vers la fenêtre. L'air de la nuit était frais. Quelque part au loin, elle entendit le bruit des voitures qui passaient, le bourdonnement de la ville dont elle faisait maintenant partie. Elle sortit de nouveau la petite photo de sa poche, la même que la veille. Le visage de son défunt fils lui sourit. « J'essaie, Shuka, » murmura-t-elle. « J'essaie vraiment. » Elle essuya rapidement ses yeux et rangea la photo. En bas, Obina passa devant la chambre des jumeaux et vit sa silhouette se découper contre la fenêtre. Il s'arrêta doucement à la porte. Pour la première fois depuis des années, il sentit la paix dans sa maison. Il se murmura, peut-être que cette fois, c'est elle qui restera. Ngozi ne l'entendit pas. Elle regardait toujours le ciel nocturne, l'esprit lointain, mais son cœur commençait déjà à guérir. Et bien qu'elle ne le sût pas encore, son arrivée avait déjà commencé à tout changer dans cette demeure, un battement de cœur silencieux à la fois. Le lendemain matin arriva tranquillement, mais il ne fallut pas longtemps pour que les ennuis commencent à germer à l'intérieur de la demeure. De l'extérieur, la maison semblait paisible. Les grands murs blancs, les fleurs taillées, le chant des oiseaux. Mais à l'intérieur, deux petits esprits préparaient la guerre. À l'étage, Tob et Toby étaient assis en tailleur sur leur lit, chuchotant comme des agents secrets. Toby avait un crayon et un morceau de papier,
dessinant quelque chose qui ressemblait à une carte de bataille. Tob tenait un paquet de piments qu'il avait volé dans la cuisine la veille au soir. « Ok, » dit Toby, les yeux sérieux. « Nous avons besoin d'un plan. Cette nounou se croit maligne, mais nous allons lui montrer qui dirige vraiment cette maison. » Tob hocha la tête avec empressement. « Oui, l'opération Fais-la fuir commence aujourd'hui. » Ils rirent tous les deux doucement. « Que faisons-nous en premier ?» demanda Tob. « Étape 1, dit Toby, se prenant pour un général. Nous lui préparons son thé. Sauf que cette fois, nous ajoutons du piment. » Un sourire se dessina sur la bouche de Tob. « Parfait. Étape 2, continua Toby, nous cachons ses chaussures pour qu'elles ne puissent pas sortir. Et étape 3, il marqua une pause dramatique, nous attachons son drap de lit au ventilateur du plafond. Elle ne le trouvera jamais. » Les deux garçons éclatèrent de rire, leurs petites épaules tremblantes. En bas, Ngozi était déjà réveillée. Elle était debout depuis l'aube, nettoyant et rangeant les choses tranquillement. Elle croyait que chaque travail, aussi petit soit-il, devait être fait avec respect. Ses pas étaient lents, son esprit concentré. L'odeur de bananes plantain frites remplissait la cuisine, et le son de son fredonnement flottait dans l'air. Quand elle eut fini de préparer le petit déjeuner, elle mit la table avec soin et appela « Tob. »« Toby. » Le petit déjeuner. Pas de réponse. Elle appela de nouveau, sa voix ferme mais calme. « Les garçons, venez manger avant que votre nourriture ne refroidisse. » Toujours rien. Ngozi soupira et monta à l'étage. En arrivant à la chambre des jumeaux, elle entendit des gloussements. La porte était entr'ouverte. Elle la poussa doucement et les vit chuchoter au-dessus de quelque chose par terre. « Qu'est-ce que vous complotez tous les deux ?» demanda-t-elle. Les deux garçons sursautèrent, essayant de cacher le papier derrière leur dos. « Rien, » dirent-ils en chœur. Ngozi croisa les bras. « Rien. Vous en êtes sûr ?» Toby hocha rapidement la tête. « Oui, tante. Nous étions juste en train de prier. » Elle haussa un sourcil. « Prier avec du piment dans la main ?» Les yeux de Toby s'écarquillèrent. « Tu as vu ça ?»« Je vois tout, » dit-elle, retenant un petit sourire. Les garçons se regardèrent. Toby laissa tomber le piment sur le lit et murmura « Plan échoué ». Ngozi s'assit sur le bord du lit et les regarda doucement. « Écoutez-moi. Ça ne me dérange pas que vous me testiez, mais je ne me battrai pas contre vous. Je ne ferai que vous enseigner. » Toby fronça les sourcils. « Nous enseigner quoi ?»« À être meilleur que ça, » dit-elle doucement. « À être fort, mais gentil. » Toby semblait confus. « Pourquoi ça t'importe ?» Ngozi sourit. « Parce que quelqu'un s'est un jour occupé de moi quand je ne le méritais pas. » Les garçons ne dirent rien. Ngozi se leva et frappa dans ses mains. « Maintenant, allez vous laver le visage et descendez. Le petit déjeuner vous attend. » Dès qu'elle fut partie, Tob murmura « Elle est trop calme. Il nous faudra un plan plus grand. » Toby hocha la tête. « Elle est dure, mais tout le monde finit par craquer. » Au moment où Ngozi retourna à la table à manger, les jumeaux étaient assis. Ils se comportèrent si poliment que même le chef, Monsieur Félix, faillit laisser tomber une assiette sous le choc. Ils dirent « merci » et « s'il vous plaît ». Ils mangèrent tranquillement, mais sous la table, ils échangeaient des regards secrets. Ngozi le remarqua. Elle ne dit simplement rien pour le moment. Quand elle prit sa première gorgée de thé, les deux garçons se figèrent. Ils attendaient qu'elle tousse, qu'elle crie, qu'elle laisse tomber la tasse. Mais Ngozi avala simplement, sourit et continua de manger. Toby murmura à son frère « On a mis assez de piment ?» Tob hocha la tête. « Oui, j'en ai mis beaucoup. » Ils fixèrent Ngozi, s'attendant à ce que son visage change. Ngozi leva les yeux, faisant semblant de ne pas remarquer leur regard sur elle. Elle prit calmement une autre cuillerée de riz. « Vous êtes bien silencieux aujourd'hui, » dit-elle. « C'est bien. Un matin calme est un matin paisible. » Tob se tortilla sur sa chaise. « Tu n'as pas. Chaud ?» Ngozi sourit. « Chaud ? Le temps est agréable. » « Pourquoi ?» Toby se mordit la lèvre. « Aucune raison. » Quand elle eut fini de manger, elle se leva et ramassa leurs assiettes. « La prochaine fois, » dit-elle doucement, « mettez moins de piment. C'est un gaspillage de bonnes épices. » Les deux garçons se figèrent. « Comment tu as su ?» demanda Tob. Ngozi se pencha et murmura, « Parce que je pouvais le sentir avant même de m'asseoir. » Elle sourit, se redressa et s'éloigna. Les jumeaux se regardèrent. « C'est une sorcière, »
murmura Toby. Non, dit Tob. C'est autre chose. Plus tard dans l'après-midi, les jumeaux passèrent à l'étape 2 de leur plan. Ils se faufilèrent dans la chambre de Ngozi, pendant qu'elle pliait le linge dans l'arrière-cour. Sa chambre était petite mais propre, bien rangée avec ses vêtements pliés, ses chaussures près du mur, et un petit cadre photo sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Toby, pointant la photo. « Chut » murmura Tob. « Ne touche à rien. On est juste là pour les chaussures. » Toby prit quand même la photo. C'était une image de Ngozi et d'un petit garçon. Le garçon avait des yeux vifs et un grand sourire. « Elle a un fils » dit Toby doucement. « Repose ça » dit Tob rapidement. « Avant qu'elle ne nous attrape. » Toby soupira et la reposa. Puis ils prirent ses chaussures et montèrent en courant, riant. Ils cachèrent une paire derrière la machine à laver et jetèrent l'autre sous leur lit. Quand Ngozi retourna dans sa chambre, elle le remarqua immédiatement. Elle ne se mit pas en colère. Elle s'assit simplement sur son lit, croisa les bras et sourit pour elle-même. Dit-elle doucement. C'est donc comme ça qu'ils veulent jouer. Elle se rendit à la chambre des jumeaux et frappa doucement. Pas de réponse. Elle ouvrit la porte et les trouva faisant semblant de dormir. « Bonjour, mes généraux, » dit-elle. « Bonne sieste. » Ils ouvrirent tous les deux un œil. « On dort » marmonna Tob. « Oh, je vois ça, » dit-elle en entrant. « Peut-être que pendant que vous dormiez, mes chaussures sont parties se promener. » Toby dit, « Quelles chaussures ?» Ngozi sourit. « Les noires qui étaient sous mon lit. » Les garçons secouèrent la tête innocemment. Elle les regarda attentivement. « D'accord, pas de problème. Mais si je les trouve, vous nettoierez tous les deux le salon aujourd'hui. Marché conclu ?» Ils sourirent tous les deux. Marché conclu. 5 minutes plus tard, Ngozi souleva leur couverture, et là, ses chaussures trônaient fièrement sous le lit. Elle croisa les bras. C'était facile. Les jumeaux sursautèrent. « Comment tu as su ?» Elle rit. « Parce que les garçons cachent toujours les choses là où ils dorment. C'est une habitude. » Ils grognèrent bruyamment. « Tu n'es pas drôle. » Ngozi sourit. Être drôle ne signifie pas être stupide. Allez, c'est l'heure du salon. Le soir, les garçons avaient fini de nettoyer le salon sous la surveillance de Ngozi, tel un entraîneur. Elle ne cria pas quand ils se plaignirent ou devinrent paresseux. Elle leur raconta simplement des histoires pendant qu'ils travaillaient. « Quand j'étais dans l'armée, dit-elle, nous devions nettoyer notre camp chaque matin avant le petit déjeuner. Non pas parce que c'était sale, mais parce que la discipline garde l'esprit vif. » Toby leva les yeux. « C'est quoi la discipline ? » Faire ce qui est juste même quand on n'en a pas envie, dit-elle. Ça vous rend plus fort à l'intérieur. Toby plissa le nez. Ça a l'air difficile. Ngozi sourit. Les choses difficiles forgent des gens forts. Quand ils eurent terminé, elle frappa dans ses mains. Bon travail. Maintenant, allez vous laver les mains et venez dîner. Ils s'enfuirent en riant, la guerre se transformant lentement en autre chose. Le respect. Plus tard ce soir-là, Obina rentra tôt à la maison. La maison était de nouveau silencieuse, trop silencieuse. Il entra dans le salon et regarda autour de lui. Tout était en ordre. Pas de vase cassé, pas de crayons sur les murs. « Allô » appela-t-il. Ngozi apparut du couloir. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue. »« Bonsoir, » dit-il. « Où sont mes garçons ?»« Ils dorment, » dit-elle. Il cligna des yeux. « Ils dorment avant 20 heures ?» Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. Ils ont eu une longue journée. » Obina rit doucement. « Ngozi, vous accomplissez des miracles. » Elle sourit. « Pas des miracles, monsieur. Juste de la patience. » Obina secoua la tête avec étonnement. « Quoi que vous fassiez, continuez. » Il monta à l'étage pour vérifier par lui-même. Les jumeaux dormaient vraiment, leur visage calme, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Pour la première fois depuis des mois, Obina ressentit un profond sentiment de paix. Il murmura une prière de remerciement silencieuse et quitta leur chambre doucement. Mais le lendemain matin, Shinlo n'était pas heureuse. Elle venait de rentrer de la fête d'une amie et était toujours contrariée que les jumeaux ne courent plus vers elle chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Au lieu de cela, ils suivaient Ngozi partout comme des poussins. Au petit déjeuner, elle remarqua Toby assis à côté de Ngozi, gloussant alors qu'ils partageaient une blague. « De quoi riez-vous tous les deux » demanda-t-elle sèchement. « De rien, maman, » dit Toby.
Ngozi sourit poliment. Nous parlions juste de la façon dont il a aidé Monsieur Félix à mettre la table. Shinlo fronça les sourcils. Mettre la table? N'est-ce pas le travail de la femme de ménage? Ngozi répondit doucement, il voulait apprendre, madame. C'est bien pour les enfants d'aider parfois. Le ton de Shinlo devint froid. Vous semblez leur en apprendre un peu trop. Ngozi baissa les yeux. Seulement ce qui les aidera à grandir. Après le petit déjeuner, quand les jumeaux sortirent jouer, Shinlo accula Obina dans le couloir. Je n'aime pas cette nourrice, dit-elle rapidement. Les garçons deviennent trop proches d'elle. Ils devraient apprendre de moi, pas d'elle. Obina soupira. Shinlo, les enfants sont enfin calmes. Tu devrais être heureuse. Je ne suis pas heureuse, rétorqua-t-elle. Il l'écoute plus que moi. Sais-tu que ce matin, Toby m'a dit que tante Ngozi dit qu'il faut nettoyer après avoir mangé. Quelle sorte de bêtise est-ce là? Obina se frotta le front. C'est une bonne éducation. Elle fait son travail. Shinlo croisa les bras. Nous verrons combien de temps ce calme durera. Ce soir-là, alors que Ngozi était assise dehors sous le manguier, regardant les jumeaux faire du vélo, Obina vint s'asseoir à côté d'elle. Vous avez fait quelque chose d'étrange à cette maison, dit-il. C'est comme si la paix avait finalement décidé de s'y installer. Ngozi gloussa. Les enfants ne sont pas difficiles, monsieur. Ils ont seulement besoin de quelqu'un pour comprendre leur monde. Obina parut pensif. Je ne pense pas que quelqu'un les ait jamais compris auparavant. Ngozi regarda les jumeaux rire ensemble. Ils avaient juste besoin d'attention. Pas de cadeaux, pas de nouveaux jouets, juste du temps. Il hocha lentement la tête. Vous devriez peut-être écrire un livre. Elle rit. Je ne sais pas pour ça. Je suis juste heureuse qu'ils apprennent. Alors que les jumeaux passaient devant eux en courant, criant joyeusement, la lumière du soleil toucha le visage de Ngozi. Son sourire calme semblait paisible. Mais au fond d'elle, quelque chose de lourd vivait encore. Une douleur silencieuse qu'elle portait de son passé. Quand les jumeaux l'embrassèrent pour lui dire bonne nuit plus tard, elle les regarda et vit des éclairs de son fils dans leurs yeux. La même curiosité, la même énergie, la même innocence. Elle murmura doucement alors qu'ils couraient se coucher, « Restez sages, mes garçons. Restez entiers. » Plus tard dans la nuit, alors que la maison devenait silencieuse, Ngozi s'assit seule près de sa fenêtre. Le clair de lune touchait son bras marqué de cicatrices alors qu'elle traçait la marque avec ses doigts. Cela lui rappelait les jours où elle portait un uniforme de soldat, où la vie était plus bruyante et plus dure, où elle avait quelque chose de précieux à protéger. Maintenant, elle protégeait à nouveau quelque chose. Mais cette fois, ce n'était pas un champ de bataille. C'était un foyer. En bas, Obina passa devant le salon et vit son ombre à travers la fenêtre. Il s'arrêta doucement et se murmura, « Qui êtes-vous vraiment, Ngozi ?» Mais à l'étage dans sa chambre, Ngozi ne pensait pas à qui elle était. Elle pensait à ce qu'elle s'était promis, qu'elle n'échouerait plus jamais avec un autre enfant. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la demeure, elle sourit avec paix. Parce qu'au fond d'elle, elle savait quelque chose que la famille ne savait pas encore. La guerre avec les jumeaux se terminait, mais la vraie bataille pour guérir leur cœur ne faisait que commencer. Le soleil matinal caressait doucement la grande demeure blanche, et les oiseaux perchés sur les grilles semblaient observer une histoire se dérouler. La maisonnée était calme, mais ce n'était plus le même silence pesant qui régnait autrefois. C'était désormais un silence calme et chaleureux, celui qui poussait les domestiques à chuchoter entre eux. Depuis que cette nouvelle nounou est arrivée, la paix est entrée dans cette maison. Dans la cuisine, Ngozi préparait le petit déjeuner en fredonnant une douce mélodie. Ses manches étaient retroussées et la vapeur s'échappait de la casserole qu'elle remuait. L'odeur de frits et de pain grillé emplissait l'air. Elle se retourna en entendant de légers bruits de pas derrière elle. C'était Toby, encore en pyjama, se frottant les yeux. « Tu es levé tôt », dit-elle en souriant. « J'ai fait un rêve », marmonna-t-il en s'asseyant sur un tabouret. « Un bon ou un mauvais rêve ?» Il réfléchit un instant. « Un bon. J'étais un soldat, comme toi. » Ngozi s'arrêta, surprise. « Un soldat comme moi ?» Il hocha la tête. « Oui, tu as dit que les soldats protègent les gens, alors je protégeais mon frère. » Son sourire s'adoucit. « C'est un beau rêve, Toby. Protège toujours ce que tu aimes. » Tob les rejoignit, traînant sa couverture sur le sol. « Tante Ngozi, je veux du thé. » Elle lui en versa. « Dis s'il te plaît. » Il sourit. « S'il te plaît. » Alors que les deux garçons commençaient à manger, la porte s'ouvrit et Shinlo entra,
son téléphone collé à l'oreille, son peignoir scintillant dans la lumière du matin. Elle parlait vite, sa voix aiguë. Oui, je serai à la réunion à 10 heures. Non, assurez-vous que le décorateur utilise des roses blanches, pas roses. Le rose fait bon marché. Elle termina l'appel et se tourna pour voir les jumeaux assis tranquillement. Un instant, elle cligna des yeux. Ils mangeaient correctement. Pas de nourriture par terre, pas de cris, pas de jus renversés. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-elle, soupçonneuse. Ngozi leva les yeux poliment. Bonjour, madame. Ils prennent juste leur petit déjeuner. Shinlo fronça les sourcils. Juste comme ça? Oui, madame, dit simplement Ngozi. Toby sourit. Maman, on a dit le bénédicité avant de manger. Shinlo les regarda comme si elle venait d'assister à un tour de magie. Vous avez prié? Oui, dit fièrement Tob. Tante Ngozi nous a appris. Shinlo regarda Ngozi. Je vois que vous les transformez en saints. Ngozi sourit tranquillement. Je leur enseigne juste de bonnes habitudes, madame. Shinlo ne répondit pas. Elle prit son sac à main et partit sans dire un mot de plus. Dès que la porte se referma, les jumeaux regardèrent Ngozi. Elle est toujours en colère, dit Toby. Ngozi soupira doucement. Votre maman vous aime à sa manière. Parfois, l'amour ressemble à du bruit. Tob pencha la tête. Comme des cris? Elle sourit. Exactement. Mais un jour, vous la comprendrez mieux. Les garçons semblaient confus, mais hochèrent la tête quand même. Plus tard dans la journée, Ngozi emmena les jumeaux jouer dehors. La cour était vaste et lumineuse, avec une pelouse verte bien entretenue et de grands palmiers se balançant dans la brise. Elle posa 2 petits seaux d'eau à côté d'eux. C'est pourquoi? Demanda Toby. Entraînement, dit-elle. Nous allons apprendre le travail d'équipe. Tob grogna. Mais je ne veux pas travailler. Je veux jouer au football. Ngozi sourit. C'est du football pour l'esprit. Tu verras. Elle désigna une rangée de fleurs en pot près de la clôture. Vous voyez ces fleurs? Elles ont besoin d'eau. Si vous travaillez ensemble et finissez de les arroser avant que je n'ai fini de compter jusqu'à 100, je vous ferai des crêpes pour le déjeuner. Les yeux des jumeaux s'illuminèrent. Des crêpes? Oui, mais si vous vous disputez ou perdez du temps, pas de crêpes. Tob attrapa un seau. Allons-y. Toby attrapa l'autre. Attends-moi. Ils partirent en courant, riant. Ngozi commença à compter lentement, sa voix calme. En les regardant travailler ensemble, elle sourit doucement pour elle-même. Ils renversèrent de l'eau. Ils se disputèrent. Ils crièrent, mais ils n'abandonnèrent pas. Quand ils eurent enfin terminé, elle frappa dans ses mains. Bravo, soldat, dit-elle. Vous avez réussi le test. Les 2 garçons rirent et sautèrent. Des crêpes, crièrent-ils. Cet après-midi-là, l'odeur des crêpes emplit l'air et leurs rires résonnèrent dans la maison. Quand Obina rentra ce soir-là, le son des rires l'accueillit à la porte. Il était si habitué à revenir dans une atmosphère de tension qu'il s'arrêta un moment, confus. Il entra dans le salon et vit ses fils danser devant Ngozi, qui frappait dans ses mains et chantait une chanson pour enfants. La bouche d'Obina s'ouvrit en grand. Sont ceux-là mes enfants? Ngozi rit. Oui, monsieur. Les mêmes. Il secoua la tête en souriant. Incroyable. Les jumeaux coururent vers lui. Papa, on a arrosé les fleurs. On a nettoyé le jardin. On a mangé des crêpes. Des crêpes? Rit Obina. C'est beaucoup d'accomplissements pour une seule journée. Il regarda Ngozi. Vous avez fait des merveilles, Ngozi. Même mes partenaires commerciaux ne peuvent pas suivre des instructions aussi bien. Ngozi sourit. Les enfants ne suivent que ceux en qui ils ont confiance, monsieur. Ces mots le firent réfléchir. Il la regarda, pensif. Vous avez un don avec eux. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il me rappelle mon fils, dit-elle tranquillement. Les garçons ont besoin de mains fermes et de cœurs bienveillants. Il hocha lentement la tête. Vous avez raison. J'ai été trop occupée à courir après l'argent. J'ai oublié de courir après la paix. Elle sourit doucement, mais ne dit rien. À la fin de la semaine, les jumeaux étaient devenus des enfants complètement différents. Ils se levaient tôt, se brossaient les dents sans qu'on le leur dise, et disaient même bonjour au personnel de la maison. Les domestiques n'arrêtaient pas d'en parler. Si cette femme, Ngozi, s'en va, la paix partira avec elle. Disait l'une.
C'est Dieu qui l'a envoyé à cette famille. Mais tout le monde n'était pas heureux. Shinlo commença à se sentir exclue. Un soir, elle rentra d'un rendez-vous au spa et trouva les jumeaux assis sur les genoux de Ngozi, l'écoutant raconter une histoire sur le courage. Et quand le lion vit le chasseur arriver, il ne s'enfuit pas. Il se tint droit et fit face à sa peur, disait Ngozi, sa voix calme et forte. Les yeux de Tob étaient écarquillés. Et puis quoi? Le lion a gagné, dit-elle avec un sourire. Shinlo se tenait à la porte, les bras croisés. Je vois que vous avez transformé mes enfants en conteurs de la jungle. Ngozi se leva rapidement. Bonsoir, madame. Shinlo regarda les garçons. Montez maintenant. Les jumeaux se regardèrent. Mais maman. Maintenant. Ils montèrent en courant, silencieusement. Shinlo se tourna vers Ngozi, ses yeux froids. Ne dépassez pas votre rôle. Vous êtes ici pour travailler, pas pour élever mes enfants comme s'ils étaient les vôtres. Ngozi baissa la tête respectueusement. Je suis désolée, madame. Je ne leur raconte des histoires que pour les aider à apprendre. Ils n'ont pas besoin d'apprendre de vous, rétorqua Shinlo. Ils ont des parents. Oui, madame, dit doucement Ngozi. Shinlo la foudroya du regard un instant de plus avant de s'éloigner, ses talons claquant durement contre le sol. Quand elle fut partie, Ngozi soupira profondément et se rassit. La chaleur qu'elle avait ressentie quelques instants auparavant s'estompa lentement. À l'étage, les jumeaux étaient assis sur les escaliers, observant. Toby murmura, maman a crié sur tante Ngozi. Tob fronça les sourcils. Mais elle n'a rien fait de mal. Toby hocha la tête. Demain, on la rendra heureuse à nouveau. Le lendemain, les jumeaux se levèrent tôt et coururent au jardin avec 2 petits seaux. Ils cueillirent des fleurs, rouges, jaunes et blanches, et les portèrent à l'intérieur, les arrangeant maladroitement sur la table de chevet de Ngozi. Quand elle entra dans sa chambre et les vit, elle sursauta. « Qui a fait ça ?»« Nous » cria fièrement Toby. « C'est pour toi. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, émue. Tob dit, « Parce que tu avais l'air triste hier soir. On n'aime pas quand tu es triste. » Ses yeux s'adoucirent. Elle s'accroupit et les serra dans ses bras. « Merci, mes garçons. Vous avez fait sourire mon cœur. » Elle les serra fort, retenant ses larmes. À ce moment-là, Shinlo passa devant la porte et les vit s'étreindre. Pour une raison quelconque, cette vue lui serra la poitrine. Elle s'éloigna rapidement, ses talons résonnant dans le couloir. Ce soir-là, Obina invita Ngozi à dîner avec la famille pour la première fois. La table était longue, remplie de riz jollof fumant, de poulet grillé et de fruits frais. Quand Ngozi entra, elle hésita. « Monsieur, je peux manger plus tard. » Obina l'interrompit. « Absolument pas. Vous faites partie de cette maison maintenant. Asseyez-vous. » Les jumeaux applaudirent. « Yay. Tante Ngozi mange avec nous. » Shinlo força un sourire et prit sa fourchette. Ils commencèrent à manger. Les garçons bavardaient joyeusement de leur journée. Obina rit plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Mais au milieu du repas, Toby demanda soudain, « Tante Ngozi, pourquoi as-tu ce tatouage sur la main ?» La pièce devint silencieuse. Shinlo leva les yeux brusquement. « Toby, c'est impoli. »« Ce n'est rien, madame, » dit doucement Ngozi. Elle regarda la marque sur son poignet et sourit faiblement. « C'est d'il y a longtemps. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda curieusement Toby. « Ça me rappelle que j'ai un jour protégé des gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, » dit-elle. Obina la regarda. « Vous étiez dans l'armée, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. J'étais soldat. » Les jumeaux sursautèrent. « Un vrai soldat ?»« Oui, » dit-elle tranquillement. « Un vrai. » Les yeux de Shinlo s'écarquillèrent. « Et vous ne nous l'avez pas dit avant de vous embaucher ?» Ngozi secoua la tête. « Je ne pensais pas que c'était important, madame. J'ai laissé cette vie derrière moi. » Obina se pencha en avant. « Pourquoi êtes-vous parti ?» Ngozi hésita, puis dit doucement, « Parce que j'ai perdu quelque chose de précieux. » Les jumeaux la regardèrent attentivement. « Tu as perdu ton fusil ?» Elle eut un sourire triste. « Non, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. » Shinlo fronça les sourcils, mais ne dit rien. Obina baissa respectueusement les yeux. « Je suis désolée, Ngozi. » Elle hocha la tête, forçant un petit sourire. « Ce n'est rien, monsieur. La vie continue. » Le dîner se poursuivit tranquillement après cela, l'ambiance plus douce qu'auparavant.
Quand il se termina, les jumeaux l'embrassèrent pour lui dire bonne nuit avant de monter en courant. Obina resta à table, pensant encore à ses paroles. Ngozi, dit-il, merci pour tout ce que vous avez fait. Mes enfants changent grâce à vous. Je ne leur ai donné que ce qui leur manquait, monsieur, dit-elle doucement. Et qu'est-ce que c'est? Du temps, répondit-elle. Du temps et de l'amour. Il hocha lentement la tête. Vous avez raison. Quand elle monta, Shinlo était assise tranquillement, sa fourchette figée au-dessus de son assiette. Ses yeux étaient distants. Obina se tourna vers elle. Qu'y a-t-il? Elle força un sourire. Rien. Je réfléchis, c'est tout. Mais en vérité, elle ne faisait pas que réfléchir. Elle était inquiète. Ngozi devenait une partie de sa famille. Et Shinlo ne savait pas comment gérer ce sentiment. Plus tard dans la nuit, quand tout le monde fut couché, Obina s'assit sur le balcon avec Sunday, son chauffeur. Sunday, dit-il, j'ai découvert que Ngozi était soldat. Sunday hocha la tête. Oui, monsieur. Elle m'a dit un jour qu'elle avait quitté l'armée après la mort de son fils. Le visage d'Obina s'adoucit. Son fils? Oui, monsieur. Il avait 5 ans. Explosion d'une bombe à Kaduna. Elle est rentrée chez elle et a commencé à s'occuper d'autres enfants pour guérir. Obina se renversa en arrière, silencieux pendant un long moment. Puis il dit tranquillement, cela explique sa force. Elle porte la douleur, mais elle l'utilise pour aider les autres. Sunday hocha la tête. Elle n'est pas seulement forte, monsieur. Elle est courageuse. Obina leva les yeux vers le ciel nocturne. Elle est bien plus que ce que nous pensions. Dans sa chambre, Ngozi était assise près de la fenêtre, regardant les étoiles. Le rire des jumeaux résonnait encore faiblement dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, elle sentit son cœur s'adoucir à nouveau. Elle toucha la petite photo de son défunt fils et murmura « Je protège toujours des enfants, Shuka. Comme je l'ai promis. » Ses yeux se remplirent de larmes silencieuses, mais ses lèvres se courbèrent en un sourire paisible. Et quelque part dans le couloir, 2 petits garçons rêvaient. Rêvaient de lions, de soldats et de crêpes. À partir de cette nuit-là, le lien dans la demeure ne fit que se renforcer. Les jumeaux suivaient Ngozi partout, pendant le petit déjeuner, pendant le jeu, même quand elle priait. Obina les regardait fièrement, son cœur plus léger chaque jour. Mais Shinlo regardait aussi, son cœur pris entre la jalousie et la culpabilité. Elle voulait se rapprocher à nouveau de ces garçons, mais elle ne savait plus comment les atteindre. La maison qui ressemblait autrefois à un champ de bataille était maintenant pleine de rires. Mais sous ces rires, quelque chose se construisait lentement. Une tempête silencieuse d'émotions attendant le bon moment pour éclater. Et aucun d'eux ne le savait encore. Mais ce moment approchait plus vite qu'ils ne le pensaient. La matinée commença comme toutes les autres. Les oiseaux chantaient sur les rebords des fenêtres, le jardinier arrosait les fleurs, et à l'intérieur de la demeure, les rires résonnaient dans les couloirs. Ngozi était dans la cuisine, faisant sauter des crêpes. Toby était assis sur le comptoir, balançant ses jambes, tandis que Tob comptait combien de fois elle pouvait les retourner sans en casser une. 3 d'affilée. Applaudit Toby. Ngozi sourit. Pour la prochaine, je veux un prix. Tob gloussa. Quel prix? Ngozi désigna sa joue. Un baiser. Il se pencha et lui fit un bisou sur la joue. Juste à ce moment-là, Obina entra dans la cuisine, vêtue d'une chemise blanche impeccable et tenant ses clés de voiture. On dirait que ma cuisine a été envahie. Ngozi s'essuya les mains. Bonjour, monsieur. Bonjour, répondit Obina. Ces 2-là ne vous laissent aucun répit, n'est-ce pas? J'aime ça comme ça, dit-elle. Ils occupent mon cœur. Toby sourit. Nous sommes ces soldats. Obina gloussa et secoua la tête. Eh bien, soldat ou non, vous venez avec moi aujourd'hui. Les garçons levèrent rapidement les yeux. Où allons-nous? Demanda Toby. J'ai une réunion au nouveau lotissement à Aja, dit Obina. Il y a un petit parc d'attractions près du site. Je me suis dit qu'on pourrait y aller après la réunion. Les jumeaux sursautèrent. Oui, le parc. Ngozi parut incertaine. Est-ce prudent qu'ils y aillent avec autant de monde? Obina fit un geste de la main. Je prendrai Sunday et 2 gardes du corps. Les garçons ont besoin de voir le monde extérieur de temps en temps. De plus, ils seront avec moi. Ngozi hocha lentement la tête. D'accord, monsieur. Je vais préparer des collations. Pas la peine. J'ai déjà prévenu le cuisinier, dit-il.
Nous partons dans 10 minutes. Ngozi s'accroupit devant les garçons. Promettez-moi de bien vous comporter. Toby posa un doigt sur sa poitrine. Promesse de soldat. Tob hocha la tête. On protégera papa. Obina rit. C'est moi qui vous protège. Ngozi les regarda sortir de la maison et sentit sa poitrine se serrer un peu. Quelque chose ne semblait pas juste, mais elle se dit que c'était juste de l'inquiétude. Elle resta dehors alors que le SUV noir sortait de la propriété, les jumeaux saluant par la fenêtre jusqu'à ce que la voiture tourne au coin de la rue. Elle rentra, mais la maison lui parut soudain trop silencieuse. Les routes vers Aja étaient bondées comme d'habitude. Obina était assis sur le siège avant à côté de Sunday, tandis que les jumeaux jouaient avec des petites voitures sur la banquette arrière. Derrière eux, le deuxième véhicule de sécurité suivait de près. « Monsieur », dit Sunday après un moment, « devrions-nous aller directement au parc ou attendre après la réunion ?» Obina regarda les jumeaux. « Arrêtons-nous d'abord au lotissement. Laissez-moi finir la partie ennuyeuse. »« Oui, monsieur. » Alors qu'ils entraient sur le chantier de construction, les ouvriers se redressèrent et saluèrent Obina avec respect. Il fit un signe de la main et sortit de la voiture. Un garde resta sur le siège avant, l'autre se tenait en faction à côté du SUV. « Restez dans la voiture, » dit Obina aux jumeaux. « Il y a de la poussière ici. »« D'accord, papa, » répondit Tob. Sunday se tourna vers les garçons. « 10 minutes, puis nous allons jouer. »« D'accord ? » »« D'accord, » crièrent-ils. Mais 10 minutes devinrent 15, puis 20. Les garçons commencèrent à s'agiter. Les fenêtres étaient entr'ouvertes. L'air était chaud. « On peut descendre s'étirer ?» demanda Toby au garde. L'homme regarda autour de lui. Restez juste à proximité. Les jumeaux sortirent du SUV et s'éloignèrent de quelques pas. Juste à ce moment-là, une Toyota Corolla blanche s'arrêta silencieusement à côté de la voiture. Le garde de sécurité se retourna. Qui est-ce ? Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, la portière arrière de la voiture blanche s'ouvrit brusquement. 2 hommes portant des casquettes et des lunettes noires en sautèrent rapidement. L'un attrapa Tob, l'autre attrapa Toby. « Hey !» cria le garde en cherchant son arme. Il fut trop lent. Un des hommes sortit un pistolet et le pointa sur la poitrine du garde. « Ne bouge pas. » L'autre homme poussa les garçons sur la banquette arrière et claqua la portière. La voiture blanche démarra en trombe. Tout s'était passé en moins de 30 secondes. Le temps qu'Obina revienne en courant après avoir entendu le cri, le garde était figé sur place, la main encore levée. « Ils les ont pris », balbutia l'homme. « Ils ont pris les garçons. » Le visage d'Obina devint blême. « Quoi ?» Sunday accourut. « Que voulez-vous dire, ils les ont pris. »« Ils sont sortis de nulle part. Ils avaient une arme. Je ne pouvais pas. » Obina attrapa la chemise de l'homme. « Vous avez laissé quelqu'un prendre mes fils. » Sa voix se brisa. Ses mains tremblaient. Ses genoux cédèrent. Il tomba à terre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme s'il ne pouvait plus respirer. « Mes garçons. » Sunday sortit son téléphone. « Nous devons appeler madame et la police maintenant. » Obina attrapa son propre téléphone. « Non, » dit-il rapidement. « Appelle. » De retour à la demeure, Ngozi venait de finir de ranger le linge quand son téléphone sonna. Elle vit le nom d'Obina et décrocha instantanément. « Monsieur ?» Sa voix tremblait. « Ngozi. Ils ont pris les garçons. » Tout s'arrêta autour d'elle. « Monsieur, quoi ? » Ils les ont pris. Des ravisseurs. Ils les ont juste attrapés et sont partis. Nous sommes en route pour le poste. Ngozi n'attendit pas d'en entendre plus. Elle attrapa son sac, dévala les escaliers et cria de toutes ses forces. « Sunday !» Le jardinier sursauta. « Tante, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai besoin de la voiture. Maintenant. » Ngozi n'a pas perdu de temps. Elle arriva au poste de police en moins de 30 minutes. Obina se tenait dehors, les mains sur la tête, faisant les 100 pas. Sunday se tenait à côté de lui, parlant à un officier. « Ngozi !» appela Obina en la voyant. Elle se précipita vers lui. « Où est-ce que ça s'est passé ?»« Aja, » dit-il, la voix brisée. Ils sont arrivés dans une Corolla blanche. Les ont pris en quelques secondes. Mes garçons. Je n'aurais pas dû les emmener. Ngozi lui attrapa les épaules. Écoutez-moi. Quelqu'un a suivi la voiture ? Les gardes ont été trop lents. On n'a même pas eu la plaque d'immatriculation. Elle se tourna vers l'officier.
Avez-vous mis en place des barrages routiers? Nous y travaillons, répondit-il. Mais il y a beaucoup de trafic entre ici et Lekki. Il pourrait être n'importe où. Ngozi ferma les yeux. Elle inspira profondément, puis les rouvrit. Sa voix calme sortit, dure comme de l'acier. Je pars à leur recherche. Obinna cligna des yeux. Quoi? Elle se tourna vers Sunday. As-tu toujours ce chargeur de téléphone supplémentaire dans ta voiture? Oui. Bien. J'ai aussi besoin de ta voiture. Le plein est fait? Presque. Obinna lui attrapa le bras. Ngozi, ce n'est pas votre travail. Elle le regarda. Si, ça l'est. Vous l'avez dit vous-même. Je fais partie de cette maison. Il la fixa un instant, puis hocha lentement la tête. Soyez prudente. Elle se retourna sans un mot de plus et courut vers la voiture de Sunday. Ngozi conduisait avec détermination. Ses yeux balayaient tout. Chaque voiture blanche, chaque ruelle, chaque point de contrôle. Son esprit fonctionnait à toute vitesse. Il ne s'agissait pas seulement des garçons. Il s'agissait de tous qu'elle avait promis de protéger. En conduisant, elle se souvint de sa formation. Elle se souvint comment on lui avait appris à repérer des schémas, à rester calme, à agir vite. Elle alluma l'application de scanner de la police sur son téléphone et écouta. Puis elle l'entendit. Berline blanche repérée près de Sangotedo avec de possibles enfants à bord. Le véhicule a refusé de s'arrêter. Elle fit un virage serré et se dirigea droit vers là. Son cœur battait la chamade, mais ses mains ne tremblaient pas. Pas cette fois. Pendant ce temps, à l'arrière d'une voiture en mouvement, les jumeaux pleuraient doucement. Un des hommes cria, « La ferme !»« Où est-ce que vous nous emmenez ?» demanda Tob, les larmes coulant sur ses joues. « Tais-toi » murmura Toby à son frère. « Est-ce que tante nous trouvera ?» Tob lui serra la main. « Elle le fait toujours. » La voiture ralentit près d'un sentier de brousse. « Garons-nous ici. »« Attendons l'appel » dit l'un des ravisseurs. Juste à ce moment-là, ils virent une voiture noire foncer vers eux depuis la direction opposée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas à la police. » Ils l'ignorèrent jusqu'à ce qu'elle s'arrête et que Ngozi en sorte. Ils se figèrent. Elle marcha lentement, son visage calme, ses mains vides, mais son regard perçant. « Laissez-les partir, » dit-elle. L'homme sur le siège avant sortit et pointa une arme sur elle. « Recule. »« Yetair. »« Ngozi Netsi la passe. » « Allez-y, » dit-elle. « Mais si vous me manquez, moi, je ne vous manquerai pas. »« Qui êtes-vous » demanda l'homme. « La personne avec qui vous n'auriez jamais dû avoir affaire. » Elle se déplaça avec une rapidité foudroyante. L'homme n'eut même pas le temps de cligner des yeux avant qu'elle ne saisisse son poignet, le torde et le frappe violemment à la poitrine. Il fut projeté en arrière dans les buissons. Le deuxième homme sauta de la voiture et se précipita sur elle. Elle esquiva, lui asséna un coup de coude dans les côtes et lui faucha les jambes d'un coup de pied puissant. Le troisième homme tenta d'attraper Toby sur la banquette arrière, mais avant qu'il ne puisse le sortir, Ngozi passa la main par la fenêtre, attrapa son col et lui frappa la tête contre le tableau de bord. Les jumeaux crièrent, mais cette fois de soulagement. « Tante Ngozi !» pleura Toby. « Je suis là, » dit-elle en ouvrant la portière. « Venez, nous rentrons à la maison. » Elle leur prit les mains, les serra contre elle et retourna à la voiture. Alors qu'ils s'éloignaient, les sirènes de la police se rapprochaient au loin. Elle n'attendit pas les éloges. Elle conduisit, simplement. De retour à la demeure, Shinlo faisait les 100 pas dans le salon, ses cheveux défaits, ses yeux rouges. Obinna était assis sur le canapé, se tenant la tête. Le personnel se tenait près des murs, silencieux, impuissant. Puis le portail d'entrée s'ouvrit. Ngozi entra, tenant les deux garçons. Tout le monde se figea. « Maman !» crièrent les jumeaux en courant vers Shinlo. Elle tomba à genoux, les serrant si fort que ça faisait mal. Des larmes coulaient de ses yeux. « Vous allez bien. Vous allez bien. » Obinna se leva et se dirigea vers Ngozi. Il n'est pas la passe. Il la serra simplement dans ses bras. C'était la première fois qu'il faisait cela. « Merci, » murmura-t-il. « Vous m'avez sauvé la vie. » La voix de Ngozi était calme. « J'ai sauvé mes garçons. » La maison était silencieuse, à l'exception des bruits de pleurs et de respiration. Et à cet instant, tout changea pour toujours. Le soleil se leva lentement sur Banana Island le lendemain matin, mais la demeure était déjà éveillée. Il ne s'était écoulé que quelques heures depuis le retour sain et sauf des jumeaux,
mais tout semblait différent. L'air était plus dense, le silence plus profond. Personne ne parlait fort. Personne ne se précipitait. Même les domestiques marchaient sur la pointe des pieds en nettoyant. Dans le salon, Obina était assis près de la fenêtre avec une tasse de thé qu'il n'avait pas touchée. Son esprit revivait encore tout, l'appel téléphonique, la peur, et la voix de Ngozi. Puis son entrée par la porte, telle une guerrière, tenant les jumeaux comme si de rien n'était. Il la fixait maintenant, alors qu'elle était assise sur le canapé, les garçons endormis de chaque côté d'elle. Ils avaient refusé de monter. Il lui tenait fermement les mains, une de chaque côté, comme si la lâcher signifiait qu'il disparaîtrait à nouveau. Ngozi n'avait pas dormi non plus. Elle restait assise, immobile, comme un soldat qui a traversé la guerre, mais ne veut pas fermer les yeux au cas où quelque chose se reproduirait. Shinlo entra, ses talons produisant de légers claquements sur le carrelage. Elle tenait son téléphone dans une main, son peignoir en place, mais son visage semblait fatigué. Elle s'arrêta devant Ngozi et Obina, sa voix basse. « Ils font le buzz. » Obina leva les yeux. « Qui ? » ?»« Nous tous, » dit-elle. « Surtout elle. » Elle tourna l'écran de son téléphone pour qu'il puisse voir. Une vidéo avait été publiée en ligne, tremblante mais claire. Elle provenait de quelqu'un du lotissement, un des ouvriers. Elle montrait Ngozi repoussant les ravisseurs. La vidéo avait déjà été partagée des milliers de fois. Les gens commentaient, repartageaient, l'appelant la super nounou, la vraie héroïne, et la femme qui se bat comme une lionne. Obina prit le téléphone et fit défiler. Puis il s'arrêta. L'un des commentaires les plus populaires avait partagé une photo, un titre de journal, une ancienne soldate nigériane perd son fils dans l'explosion de Kaduna. Quitte l'armée après la tragédie. Le visage d'Obina changea. Shinlo détourna le regard. Tout refait surface. Il déglutit. Elle ne nous a pas dit ça. Elle ne nous a rien dit, dit Shinlo. Tu l'as laissée entrer dans notre maison, près de nos enfants, et maintenant des étrangers sur Internet en savent plus sur elle que nous. Obina regarda Ngozi, qui n'avait toujours pas bougé. Elle leur a sauvé la vie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne cache pas des choses, dit Shinlo. Obina ne dit rien. Ngozi leva enfin les yeux. Sa voix était calme. Je ne cache rien. Je ne pensais simplement pas que mon histoire importait encore. Shinlo croisa les bras. Ça importe quand on vit dans la maison de quelqu'un. Obina leva la main. Shinlo. Elle secoua la tête. Je ne l'attaque pas. Je suis juste honnête. Cette famille a assez souffert. Ngozi se leva lentement, soulevant doucement les têtes des garçons de ses genoux et plaçant des oreillers sous eux. Elle regarda Shinlo. Vous avez raison, madame. J'aurais dû vous le dire. Je ne voulais juste pas être traitée comme une femme brisée. Elle marqua une pause. Je ne suis pas venue ici chercher la pitié. Je suis venue ici pour travailler, pour aider, pour guérir. Le visage de Shinlo resta dur, mais son regard vacilla. Obina dit tranquillement, qu'est-il arrivé à votre fils ? Ngozi baissa les yeux. Ses mains étaient serrées le long de son corps. Sa voix était douce. Il s'appelait Shuka. Il avait 5 ans, comme Toby. Il aimait les petites voitures et les chemises rouges. Il détestait les haricots, mais adorait le moi-moi. Nous vivions à Kaduna. J'y étais en poste. Je devais le récupérer à l'école ce jour-là, mais une réunion s'est prolongée. Une bombe a explosé au carrefour, près de la grille de l'école. Elle s'arrêta et détourna le regard. J'ai retrouvé ses chaussures. C'est tout. Un silence de plomb emplit la pièce. Ngozi cligna rapidement des yeux et les regarda de nouveau. J'ai quitté l'armée 2 semaines plus tard. Je ne pouvais plus porter une arme. Je ne pouvais plus porter l'uniforme. J'ai tout laissé derrière moi et je suis rentrée à la maison. La voix d'Obina se brisa. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Parce que je ne voulais pas du poste par pitié, dit-elle. Je ne voulais pas que vos enfants soient une seconde chance. Je voulais juste qu'ils soient eux-mêmes. Shinlo s'assit lentement. Sa voix était plus calme maintenant. Pourquoi avez-vous combattu ces hommes ? Vous auriez pu mourir. Ngozi la regarda. Parce que j'ai vu le visage de mon fils dans les leurs. Et je n'allais pas perdre un autre enfant. Plus jamais. La pièce était silencieuse. Toby s'agita, ses yeux s'ouvrant à moitié. Tante. Ngozi s'assit rapidement à côté de lui et lui caressa les cheveux. Chut. Je suis là. Shinlo la regarda attentivement. Puis elle murmura, je ne savais pas. Ngozi ne répondit pas. Elle continua simplement à tenir les jumeaux.
Obina se leva. Nous parlerons plus tard. Pour l'instant, nous nous reposons. À midi, l'histoire avait atteint les chaînes de télévision. Des journalistes se tenaient devant le portail, espérant apercevoir la mystérieuse nounou qui avait neutralisé 3 ravisseurs. Les chaînes d'information rediffusaient la vidéo toutes les heures, montrant le visage calme et les mouvements rapides de Ngozi. Les gens en parlaient à la radio, dans les marchés, dans les bureaux. Ils la qualifiaient de courageuse, de féroce, de véritable femme nigériane. À l'intérieur de la demeure, les choses étaient de nouveau calmes. Les garçons étaient réveillés, mais s'accrochaient à Ngozi comme de la glu. Ils la suivaient à la cuisine, au jardin, même à la buanderie. Si elle s'asseyait, il s'asseyait. Si elle se levait, il se levait. Toby lui demanda une fois, « Est-ce qu'ils reviendront ?» Elle se pencha et le regarda dans les yeux. « Non. Vous êtes en sécurité maintenant. » Il hocha la tête et la serra dans ses bras. Tob se joignit à eux. Elle les serra tous les deux fort. Obina entra et les vit. Sa voix était basse. La police veut un rapport complet et le gouverneur a envoyé un message. Il veut vous rencontrer. Ngozi soupira. Je n'ai pas fait ça pour la gloire. Je sais, dit Obina, mais ce pays a besoin d'espoir et en ce moment, vous êtes cet espoir. Ngozi ne sourit pas. Je suis juste fatigué, monsieur. Vous pouvez vous reposer maintenant, dit-il. Vous en avez assez fait. Elle regarda les jumeaux. Pas encore. Ce soir-là, Shinlo l'appela dans le bureau. La pièce était propre et froide, avec de longues étagères et des fenêtres en verre. Shinlo était assise sur le canapé, les jambes croisées. Elle avait l'air différente, moins acérée, plus fatiguée. « Asseyez-vous, dit-elle. Ngozi s'assit. « J'ai réfléchi à tout, dit Shinlo. La vidéo, les nouvelles, votre histoire. » Ngozi resta silencieuse. La voix de Shinlo s'adoucit. « Je vous ai jugé trop vite. Je pensais que vous essayiez de prendre ma place. Je pensais que vous essayiez de faire en sorte que mes garçons vous aiment plus que moi. » Ngozi baissa les yeux. « Je n'ai jamais voulu vous remplacer. »« Je le sais maintenant, » dit Shinlo. « Je vous ai vu risquer votre vie pour eux, et j'ai vu la façon dont ils vous regardent. Comme s'ils se sentaient en sécurité avec vous. Comme si vous leur donniez quelque chose que je ne peux pas. Vous leur donnez de l'amour aussi, dit Ngozi. Ils parlent de vous tout le temps. » Shinlo cligna rapidement des yeux. « Je ne sais pas comment me connecter avec eux. J'essaie, mais je ne sais pas ce dont ils ont besoin. Je n'ai jamais eu ça en grandissant. » Ngozi tendit lentement la main et toucha la sienne. « Il n'est pas trop tard. » La voix de Shinlo se brisa. « Mais si j'échoue ? » « Alors vous réessayez, dit Ngozi. Chaque jour. Comme vous le faites avec le travail, comme vous le faites avec la vie. » Shinlo la regarda. « Voulez-vous m'aider ?» Ngozi sourit. « Je pensais que je le faisais déjà. » Elles rirent toutes les deux doucement. Shinlo hocha la tête. « Merci. »« Pourquoi ?»« Pour ne pas avoir abandonné avec eux. Et pour ne pas avoir abandonné avec moi. » Plus tard dans la nuit, Obina organisa une petite réunion dans le salon. Le personnel était rassemblé. Les garçons étaient assis par terre en face. Shinlo était assise à côté de Ngozi. Obina se leva. Sa voix était calme mais forte. Cette maison a traversé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je veux remercier quelqu'un qui nous a rappelé ce que signifie protéger ce qui compte. Il regarda Ngozi. Vous êtes arrivé ici discrètement. Vous n'avez rien demandé. Vous avez fait ce que 12 personnes n'ont pas pu faire. Vous nous avez donné la paix. Et hier, vous nous avez donné quelque chose d'encore plus grand. Vous nous avez rendu nos fils. Le personnel applaudit. Les jumeaux se levèrent et tirèrent Ngozi en avant. Obina continua. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus une simple nounou dans cette maison. Vous êtes à la tête de ce foyer. Quiconque a besoin de quoi que ce soit s'adresse d'abord à vous. Vous avez pleine autorité sur le personnel, les affaires de la maison et le bien-être des garçons. Les yeux de Ngozi s'écarquillèrent. « Monsieur. Vous l'avez mérité, dit-il. Vous n'avez pas seulement protégé mes enfants, vous avez sauvé cette famille. » Shinlo se leva. « Je suis d'accord. » Les domestiques applaudirent de nouveau. Monsieur Félix essuya une larme. Toby cria, « Tante Ngozi est la patronne maintenant. » Tob ajouta, « C'est notre reine soldat. » Tout le monde rit. Le cœur de Ngozi était plein. Elle ne s'attendait à rien de tout cela. Elle était entrée dans cette maison en espérant trouver la paix. Au lieu de cela,
Elle avait trouvé quelque chose de plus grand. Elle avait trouvé un foyer. Cette nuit-là, elle s'assit de nouveau près de la fenêtre, tenant la photo de son défunt fils. Elle toucha doucement son visage. « Je tiens ma promesse », murmura-t-elle. « Un enfant à la fois. » On frappa doucement. Toby jeta un coup d'œil. « Je peux dormir ici ?» Elle sourit. « Seulement si Tob se joint à nous. » Tob arriva en courant derrière. Déjà là. Ils grimpèrent dans le lit et se blottirent contre elle. Ngozi tira la couverture sur eux, ses bras les entourant tous les deux. Pour la première fois depuis des années, son cœur se sentit léger. Les cicatrices étaient toujours là. La douleur n'avait pas disparu. Mais dans cette pièce silencieuse, avec 2 petits garçons respirant à ses côtés, elle sentit la guérison. Dehors, la ville bourdonnait. Le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur de la demeure, un nouveau chapitre avait commencé. Et il commençait avec une femme qui avait tout perdu et retrouvé un but dans l'amour. Le lendemain matin, toute la maison semblait neuve, comme si quelqu'un avait ouvert les fenêtres et laissé entrer un air frais dans chaque recoin. Ce n'était plus seulement calme. C'était paisible. Du personnel aux jumeaux, tout le monde se déplaçait comme s'il appartenait enfin à quelque chose qui avait un sens. Ngozi se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant son col. Elle ne portait rien d'extravagant, juste une chemise propre rentrée dans une longue jupe. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle n'était plus seulement une nounou. Elle était la responsable de la maison. Et d'une certaine manière, ce poids ne l'effrayait pas. Il lui semblait juste. Devant sa porte, les jumeaux attendaient, les mains derrière le dos. Quand elle l'ouvrit, ils crièrent tous les deux, « Bonjour, Madame la Générale ». Elle éclata de rire. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant ?» Toby lui tendit un bâton qu'il avait trouvé dans le jardin. « C'est ton épée. »« Et voici ta couronne », dit Tob en plaçant une couronne de fleurs sur sa tête. Ngozi s'agenouilla et les serra tous les deux dans ses bras. « Vous êtes des fauteurs de troubles, vous deux. »« Non », dit Toby en gloussant. « Nous sommes des soldats maintenant. » Ngozi sourit. « Alors allons prendre le petit déjeuner, soldats. » Ils descendirent ensemble, main dans la main. Monsieur Félix, le chef, les vit et sourit en retournant les bananes plantains. « Maoga madame arrive », dit-il à voix haute. « Faites place. » Les domestiques applaudirent et rirent. Et pour la première fois, Ngozi n'eut pas l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle eut l'impression d'entrer dans la sienne. À la table du petit déjeuner, Obina était assis, lisant le journal, mais il ne lisait pas vraiment. Il observait sa femme et les jumeaux, remarquant quelque chose de petit mais d'important. Shinlo essayait. Elle ne faisait pas défiler son téléphone. Elle ne se précipitait pas pour une réunion. Elle était assise, vraiment assise, et écoutait. « J'ai dessiné ça hier », dit Toby en montrant un croquis au crayon. « C'est moi. Ça, c'est Tob, et ça, c'est Tante Ngozi avec son bras de super-héros. » Shinlo se pencha. « Est-ce que ce sont mes cheveux qui volent comme ça ?»« Non, gloussa-t-il. C'est du feu. » Obina rit. « Eh bien, ce n'est pas si loin de la vérité. » Shinlo sourit. « Je peux dessiner avec vous aujourd'hui ?» Toby cligna des yeux. « Tu veux ?»« Oui, dit-elle. Si vous me le permettez. » Les garçons hochèrent la tête avec enthousiasme. « D'accord. » Obina regarda Ngozi et fit un petit signe de tête. Elle le lui rendit. Quelque chose fonctionnait. Quelque chose guérissait. Plus tard dans la journée, alors que les jumeaux étaient occupés à construire des châteaux de jouets, Shinlo entra dans le bureau de Ngozi. Ce n'était pas vraiment un bureau, juste une petite pièce d'angle qu'Obina avait libérée pour elle après sa promotion. Le bureau était simple, les étagères à moitié vides, mais Ngozi avait déjà placé une petite photo de son fils dans le coin le plus éloigné de la table. Cela lui rappelait pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Shinlo se tenait à la porte, tenant 2 verres de jus. « Je peux entrer ?» Ngozi leva les yeux. « Bien sûr, madame. » Shinlo entra lentement et lui tendit un verre. « Ne m'appelez pas madame. Juste Shinlo, ça ira. » Ngozi sourit. « D'accord. » Shinlo s'assit en face d'elle et regarda autour. « Alors, c'est ici que la magie opère. » « Juste du papier et de la planification, » dit doucement Ngozi. « Rien de magique. » Shinlo baissa les yeux sur son verre. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je me suis trompée sur votre compte. » Ngozi ne dit rien. Elle attendit simplement. « Je pensais que vous essayiez de prendre ma place, » dit doucement Shinlo. « Et je suppose que j'étais jalouse. »
Ngozi se pencha en avant. Shinlo, je ne suis pas venu pour prendre vos enfants. Je suis venu pour les aider à être meilleurs. Je sais, hocha-t-elle la tête. Mais ce n'était pas que ça. J'ai toujours eu l'impression d'échouer en tant que mère. Il pleurait plus avec moi qu'il ne riait. Et je ne savais pas comment réparer ça. La voix de Ngozi était stable. Parce que vous essayez d'être parfaite. Mais les enfants ne veulent pas de perfection. Ils veulent de la présence. Les yeux de Shinlo s'emplirent de larmes. Comment puis-je recommencer? En étant là, dit Ngozi. Un dessin, une histoire, un câlin à la fois. Shinlo essuya ses larmes. Peux-tu m'aider à devenir le genre de mère dont ils ont besoin? Ngozi tendit la main à travers la table et prit la sienne. Nous le ferons ensemble. Plus tard cette semaine-là, la famille fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Ils sortirent ensemble. Pas de réunion d'affaires, pas d'horaire serré, juste les 5, faisant du vélo dans le parc du lotissement. Obina rit comme un garçon quand Toby le dépassa en course. Shinlo tenait la main de Tob alors qu'il essayait de garder l'équilibre. Ngozi roulait derrière eux, veillant comme une mère faucon. Les gens les remarquèrent. Certains prirent des photos. D'autres firent un signe de la main. Mais pour la première fois, la famille ne se souciait pas d'être observée. Ils étaient simplement heureux. À un moment donné, Shinlo s'arrêta et regarda Ngozi. « Veux-tu rouler à côté de moi ?» Ngozi sourit. « Bien sûr. » Elles roulèrent côte à côte pendant un moment. « Votre photo a été partout, » dit Shinlo. « Je sais. Il vous appelle la femme qui a rendu Banana Island humaine. » Ngozi gloussa. « C'est un grand titre. » Shinlo la regarda. « Mais vrai. » Elles roulèrent en silence pendant quelques secondes. Puis Shinlo demanda, « Que vas-tu faire maintenant? Tu as déjà changé notre famille. » Ngozi réfléchit un instant. Il y a beaucoup de familles encore brisées. Beaucoup d'enfants sans personne. Je veux commencer quelque chose. Une fondation pour les enfants comme mon fils. Shinlo hocha la tête. De quoi as-tu besoin? Ngozi se tourna vers elle. D'un nom et d'un commencement. Shinlo sourit. Que dirais-tu de cœur d'acier? Ngozi sentit sa poitrine se serrer. Elle hocha lentement la tête. C'est parfait. De retour à la maison, Obina était déjà dans son bureau, lisant la proposition. Ngozi avait veillé la plupart des nuits pour l'écrire. Son écriture était soignée. Ses mots étaient simples, mais le cœur dans les pages se sentait à chaque ligne. Elle avait écrit, « Il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de quelqu'un pour se battre pour eux. Cette fondation les trouvera. Les protégera. Les élèvera pour en faire des soldats de l'amour. » Obina leva les yeux. C'est fort. Ngozi se tenait tranquillement. Merci, monsieur. Il posa le dossier. Nous organiserons la première action de sensibilisation le mois prochain. Je vais mettre mon équipe dessus. Ngozi sourit. Je ne veux pas que ce soit lié au nom de votre entreprise. Obina hocha la tête. Alors elle se tiendra seule, comme vous l'avez toujours fait. Une semaine plus tard, le lancement eut lieu discrètement dans une petite salle. Il n'y avait pas de bannière, pas de tapis rouge, juste des chaises, de la musique et des enfants. Ngozi se tenait à l'avant, tenant un microphone avec des mains tremblantes. Elle n'était pas habituée aux foules, mais quand elle vit Tob et Toby lui sourire depuis le premier rang, elle trouva sa voix. « Je m'appelle Ngozi, » dit-elle. « J'étais soldat. Puis je suis devenue nounou. Maintenant, je suis juste quelqu'un qui essaie d'aider. » La salle était silencieuse. « J'ai perdu mon fils il y a des années, » continua-t-elle. « Mais aujourd'hui, j'en gagne des centaines d'autres. » Les applaudissements remplirent la salle. Plus tard, alors que les gens s'avançaient pour lui parler, offrir de l'aide, faire un don, elle remarqua Shinlo parlant à une jeune mère au fond de la salle. La femme avait 2 enfants à ses côtés. Shinlo s'agenouilla pour leur parler, essuyant la saleté de la joue d'un garçon. Le garçon rit. Et Ngozi sourit pour elle-même. La guérison avait vraiment commencé. Cette nuit-là, de retour à la demeure, Shinlo entra dans la chambre de Ngozi en tenant une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ngozi. Shinlo la lui tendit. « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait un tout nouveau badge nominatif en or. On pouvait y lire « Ngozi, chef de maison, cœur d'acier ». Ngozi toucha les mots. Ses yeux brûlaient. Shinlo dit doucement « Tu feras toujours partie de cette famille. »
J'ai déjà l'impression d'en faire partie. Shinlo la serra dans ses bras pour la première fois, et cette fois, Ngozi la serra en retour. Les jumeaux entrèrent quelques instants plus tard, sautant sur le lit. On a une surprise, cria Toby. Tob tendit un dessin. Il montrait toute la famille, Obina, Shinlo, les jumeaux et Ngozi, debout ensemble. Tu es au milieu, dit Toby. Parce que tu es le ciment. Ngozi les serra contre elle. Alors je resterai avec vous pour toujours. Ils rirent tous. De l'extérieur, la demeure brillait doucement sous le clair de lune. Une maison autrefois connue pour l'argent, maintenant connue pour quelque chose de plus fort, l'amour. Et au milieu se tenait une femme qui avait vu la guerre, affronté la perte, et choisi quand même d'aimer à nouveau. Ngozi avait accompli l'impossible. Et maintenant, elle était enfin chez elle. Le ciel au-dessus de Lagos était clair cet après-midi de samedi, mais à l'intérieur de la salle de banquet de l'État, tous les regards étaient fixés sur la scène. La salle était comble. Des journalistes avec des appareils photos se tenaient à l'arrière. Des officiers en uniforme, des fonctionnaires du gouvernement, des écoliers et des familles de toute la ville étaient venus voir une femme. Et au premier rang, assise droite dans une simple robe bleu marine, se trouvait Ngozi. Elle ne portait pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, mais ses épaules étaient droites et ses mains reposaient calmement sur ses genoux. À côté d'elle était assis Obina dans un costume noir impeccable, Shinlo dans une robe verte ajustée, et les jumeaux vêtus de chemises blanches et de nœuds papillons assortis, leurs jambes se balançant sous leur chaise. Tob se pencha vers elle. « Tu es nerveuse ?» Ngozi sourit. « Un peu. » Toby murmura, « Ne t'inquiète pas. Si tu oublies ton discours, crie juste « soldat » et on viendra te sauver. » Elle rit doucement. « Je te crois. » Au pupitre, un homme grand dans un agbada gris s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour célébrer un titre. Nous sommes ici pour honorer une histoire. Une histoire de courage. Une histoire d'amour. Une histoire d'une femme qui a fait ce que d'autres avaient trop peur de faire. » Il marqua une pause et se tourna vers le public. Elle était soldat. Elle est devenue nounou. Elle est devenue mère. Et maintenant, elle est un symbole de ce que signifie protéger avec le cœur et diriger avec grâce. Les applaudissements remplirent la salle. L'homme baissa les yeux sur son papier. Pour sa bravoure en protégeant 2 enfants du danger, pour son service dans la reconstruction d'une famille brisée, et pour avoir créé la fondation Cœur d'Acier, qui change maintenant des vies à travers Lagos et au-delà, nous présentons cette récompense, la médaille du courage de l'État, à Madame Ngozi. La salle éclata en applaudissements et en acclamations. Ngozi se leva lentement. Elle se dirigea vers la scène sans se presser. Chaque pas était assuré. Chaque regard la suivait. Non pas à cause de la robe qu'elle portait ou des lumières au-dessus d'elle, mais à cause de la puissance tranquille qu'elle portait dans sa démarche. Quand elle atteignit le pupitre, elle tint la médaille dans ses 2 mains, la regarda une seconde, puis se tourna vers la foule. Elle parla doucement, mais la salle devint complètement silencieuse. « On m'a donné de nombreux noms, » commença-t-elle. « Soldat, nounou, héroïne. Mais je me tiens ici aujourd'hui, non pas parce que je suis différente. Je me tiens ici parce que je suis humaine. » Elle regarda lentement le public. « Il y a des années, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu ma carrière. J'ai perdu la volonté de vivre. Mais quelque chose en moi a dit, n'abandonne pas. Il y a encore des enfants à protéger. Il y a encore des vies à tenir. » Elle marqua une pause. « Je n'ai pas sauvé ces garçons parce que j'étais forte. Je les ai sauvés parce que je comprenais ce que signifiait perdre un enfant. Et je me suis promis de ne jamais rester les bras croisés et laisser cela se reproduire. » La salle était silencieuse, mais beaucoup essuyaient des larmes. Mon histoire n'est pas spéciale. Des mères se battent chaque jour en silence. Des pères portent une douleur dont ils ne parlent pas. Des enfants grandissent dans des maisons sans câlins, sans mots doux, sans paix. Je n'ai pas réparé le monde. J'ai juste donné ce que j'avais, mon temps, mon cœur et ma force. Elle regarda les jumeaux. Et en retour, j'ai trouvé la guérison. Elle recula du microphone. Cette médaille n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque enfant qui croit encore en l'amour et à chaque personne qui choisit de protéger, même quand c'est difficile. Les applaudissements secouèrent la salle. Le gouverneur se leva. Les gens sifflèrent. Certains applaudirent avec les mains et les pieds. Obina avait les larmes aux yeux. Shinlo tenait sa poitrine. Les jumeaux sautèrent de leur siège et coururent sur la scène. Ngozi se pencha et ils la serrèrent fort. « On est fiers de toi » murmura Toby. « Tu es la meilleure héroïne de tous les temps,
ajouta Tob. Elle sourit à travers ses larmes. C'est vous deux qui m'avez sauvé en premier. Cette nuit-là, la demeure était remplie de musique, de nourriture et de gens. Ce n'était pas une fête bruyante. C'était une célébration pleine de chaleur. Le personnel riait. De vieux amis passèrent. Les voisins saluaient Ngozi comme si elle était de la royauté. Au milieu de la cour se tenait une grande bannière, « Félicitations, Ngozi. Notre héroïne, notre famille, notre cœur. » Sous celle-ci se tenait la femme elle-même, essayant de ne pas pleurer alors que tout le monde se relayait pour la serrer dans ses bras. Monsieur Félix apporta un grand gâteau au chocolat. Vous avez sauvé la maison, madame. Laissez-moi au moins vous gâter un peu. Ngozi rit. Donnez-moi juste le coin. Shinlo l'attira à part plus tard. Viens, je veux te montrer quelque chose. Elle la conduisit dans l'une des chambres d'amis. À l'intérieur, il y avait des piles de nouveaux livres, de jouets, de vêtements, et des étagères déjà fixées au mur. Ngozi cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est? Pour les enfants, dit Shinlo. De la fondation. Ce sera la première chambre sécurisée pour les enfants secourus. Nous en construirons d'autres plus tard. Mais celle-ci commence ici. Ngozi se retourna et la serra dans ses bras. Merci. Non, dit Shinlo. Merci de m'avoir montré comment être à nouveau une mère. Dehors, Obina parlait avec Sunday. Je n'arrive pas à croire le chemin que nous avons parcouru, dit Obina en sirotant sa boisson. Sunday hocha la tête. Tout a changé le jour où elle est entrée avec son petit sac et ses yeux calmes. Elle est venue pour un travail, dit Obina, et nous a donné une nouvelle vie. Puis Obina regarda Sunday. Construisons son rêve correctement, pas seulement avec de l'argent. Donnons-lui des terres, des ressources et une équipe. Elle en a assez fait toute seule. Sunday sourit. Elle le mérite. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et le coucher du personnel, la maison redevint silencieuse. Ngozi se tenait dans la chambre des jumeaux, les regardant dormir, leur douce respiration, leurs bras enroulés l'un autour de l'autre. Deux petits garçons qui versaient autrefois du jus par terre, reposant maintenant comme des anges. Obina se tenait derrière elle. Ils t'aiment comme une seconde mère. Ngozi se retourna. Ils font partie de moi maintenant. Il hocha la tête. Tu n'auras plus jamais à faire ça seule. Elle sourit. Je sais. Il la regarda longuement. Nous étions brisés. Tu nous as reconstruits. Je vous ai juste rappelé à quoi ressemble l'amour, dit-elle. Il secoua la tête. Non. Tu nous as montré ce que l'amour fait. Le lendemain matin, les jumeaux firent irruption dans sa chambre en portant leurs épées en jouet. Debout, Madame la Générale. Elle rit. Quoi maintenant? On va combattre le crime. Cria Toby. Et sauver des enfants. Ajouta Tob. Ngozi s'étira et se redressa. Alors, préparons-nous. Nous avons du travail à faire. Alors que le soleil montait plus haut au-dessus de la demeure, que la journée s'ouvrait avec espoir, bruit et odeur de petit déjeuner, Ngozi sortit de nouveau dans le monde. Non plus seulement comme une nounou, non plus seulement comme un soldat, mais comme une femme qui avait rendu l'impossible complètement possible.